Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous accueillir encore une fois dans cette sixième et dernière table de l'Académie de l'immobilier organisée par le master spécialisé en ingénierie immobilière de l'école Hassania en collaboration avec Wheeler. Aujourd'hui, nous nous intéressons au sujet de Facilities et Asset Management au Maroc. Pour traiter de ce sujet, nous allons avoir avec nous Maître Youn Sanibar, avocat au barreau de Casablanca agréé auprès de la Cour de cassation et qui a une grande expertise dans toutes les questions liées à l'immobilier. Nous avons également Monsieur Yahya Bensouda, qui est directeur Asset Management chez REM Partner, qui est un des leaders de l'asset management au Maroc. Et nous avons également Monsieur Alexandre Bompard, directeur général adjoint chez BIM Motion, expert en BIM, auteur d'un livre BIM et j'aime comment et pourquoi. Nous allons avoir Monsieur Najib Raïs, qui est General Manager Farah Maghreb, qui nous rejoindra plus tard. Alors, sans trop tarder, je m'adresse à vous, Maître Hannibal. On va essayer de placer d'abord le contexte et le concept. Et en parlant de la valorisation du patrimoine immobilier, nous voudrons traiter d'abord la terminologie d'un point de vue juridique. Qu'est-ce qu'un patrimoine immobilier? Bien. Alors, d'abord, déjà, je vous remercie pour l'invitation et l'honneur que vous me faites pour aborder ce sujet. Alors, le patrimoine, de toute façon, le mot patrimoine, il a une connotation universelle, c'est-à-dire universelle dans la terminologie, c'est-à-dire ce qui appartient, ou bien le patrimoine, c'est ce qui appartient, ou bien ce qui constitue le patrimoine, ou les biens qui appartiennent à une personne physique, morale, ou bien personne publique ou personnalité morale privée. Donc, ce qui constitue le patrimoine, ce sont les éléments que l'on peut quantifier et qui constituent le capital d'une personne physique, morale, dans un besoin commercial, industriel, professionnel ou privé. Maintenant, dans le patrimoine immobilier, ça c'est un peu plus spécial et plus précis en termes dans le terme juridique de la chose, pardon. C'est-à-dire, dans l'immobilier, il y a un aspect assez spécial. Pourquoi? Parce que c'est l'ancrage et tout ce qui est collé à la terre a une valeur très spéciale, surtout dans notre système socio-économique, surtout traditionnel marocain, et l'arsenal juridique qui l'accompagne. Et c'est ça l'important, c'est que l'arsenal juridique qui accompagne tout ce qui relève de l'immobilier est tellement important parce qu'il y a des capitaux très importants qui sont drainés et le corpus et l'arsenal juridique est plus riche pour protéger tout ce qui relève de l'immobilier que dans le mobilier. Donc aujourd'hui, vous avez les actes qui sont soumis à des conditions strictes, les mutations sont soumises à des conditions strictes, seuls des professionnels peuvent passer des ventes, voilà, et avec toutes les inscriptions, toutes les garanties qui vont avec. Donc, ce qui constitue le patrimoine, donc la valeur est tellement importante qu'il est accompagné par un arsenal juridique très riche et très contraignant en cas de litige ou bien en cas d'interprétation. Merci beaucoup, Maître. La question suivante est à Monsieur Bensouda. D'un point de vue investissement, comment définit-on un patrimoine immobilier et comment crée-t-on de la valeur à partir de ce patrimoine? Écoutez, je vous remercie également pour l'invitation et donc pour rebondir sur l'intervention de Maître Hannibal et la prolonger du point de vue d'une foncière immobilière, en fait le patrimoine immobilier, donc c'est tout simplement la détention, en fait la propriété d'actifs, que ce soit donc du foncier et des immeubles, donc de la construction, inscrit dans le bilan de la société et qui en reste propriétaire. Ça, c'est une des spécificités des foncières, c'est que la détention immobilière s'inscrit dans la durée, donc contrairement à un modèle économique plutôt basé sur de la vente, où on est sur de l'achat de foncier, du développement et de la vente. Donc, pour répondre spécifiquement à votre question sur la création de valeur à partir d'un patrimoine immobilier, donc
il va y avoir le cas classique que je viens de décrire, donc de la vente qui ne concerne pas finalement notre métier de gestionnaire de foncière immobilière. Et il y a la création de valeur à partir du modèle locatif. Et donc, au fond, l'équation est assez simple, puisque la valeur est une fonction du loyer. Donc, la valorisation d'un patrimoine immobilier, c'est tout simplement un multiple du revenu locatif qui est généré par ce patrimoine immobilier. Et donc, au fond, l'équation est donc d'avoir un revenu locatif net le plus élevé, de manière à créer de la valeur et donc à valoriser de facto ce patrimoine immobilier. Donc, l'idée étant de créer de la valeur du fait que l'on offre au marché et aux actionnaires donc des rendements locatifs, donc du TRI, à partir d'un sous-jacent immobilier. Et donc, dans le cas des foncières dont le core business est l'immobilier locatif, donc il s'agit, comme je vous ai dit, de générer un maximum de revenus locatifs stables et de maximiser un potentiel locatif d'un patrimoine, d'un site donné, de sorte que la valeur de l'actif loué soit maximisée. Et donc, peut-être on abordera ces sujets plus tard dans la discussion, mais l'idée étant donc de financiariser finalement de la pierre, de l'immobilier, et d'en faire au fond une sorte de produit financier qui tire sa valeur de l'immobilier locatif qui le sous-tend. Et donc, c'est à peu près ça, on l'abordera là encore tout à l'heure, au fond, le métier principal de l'asset management. Merci beaucoup, M. Souda. Donc, ce que je retiens principalement, si je dois résumer, c'est que dans la valorisation du patrimoine immobilier d'un point de vue asset management, on est plus sur le long terme et non pas sur des opérations de développement qui seraient plutôt de l'ordre du court terme ou du moyen terme. Et puis, je retiens un mot, comme vous dites, sur lequel on reviendra particulièrement, qui est la financiarisation. Monsieur Bompard, si on s'intéresse maintenant à la question d'un point de vue de concept théorique, quels sont selon vous les grands principes d'une exploitation réussie d'un patrimoine immobilier dans un sens de asset management? Aujourd'hui, typiquement, pour réussir à bien gérer son parc immobilier, il y a une condition essentielle, c'est le fait de connaître correctement son patrimoine. Et c'est un peu la problématique actuelle, c'est que on a des projets, ou en tout cas des actifs qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus nombreux. Et cette gestion globale de ces actifs est de plus en plus difficile à gérer, puisqu'on a une quantité importante d'informations à traiter. Et donc, pour pouvoir mieux valoriser l'actif, il y a besoin de mieux le connaître et derrière, trouver des axes de valorisation. Il y a également un sujet lié donc, aux nouveaux usages, on en parlera peut-être tout à l'heure, sur les usages qu'on peut apporter aux clients finaux, les occupants de ces locaux, pour assurer en fait une qualité de service dédiée et qui du coup vient se mettre en fait en concurrence les uns par rapport aux autres. Et c'est du coup comment on intègre ces nouveaux services, ces nouveaux usages de connectivité du bâtiment, également sur le bilan carbone de l'ouvrage et les consommations de l'actif pour assurer en même temps un confort, mais également gérer toutes ces dépenses. Et ça passe essentiellement par cette gestion de l'information, cette connaissance de son parc, qui peut être plus ou moins précis en fonction de l'organisation qu'on mène. Et c'est par ce biais-là en fait, que le BIM prend son sens sur les sujets d'exploitation d'influence. Merci beaucoup, Alex. Alors, on a pu jusqu'ici voir la terminologie, on a pu installer le concept de asset management d'un point de vue pratique et, je dirais, conceptuel ou théorique. Maître Hannibal, aujourd'hui au Maroc, si vous pouvez nous synthétiser les principaux textes
qui régissent la gestion du patrimoine immobilier et les principaux enseignements ou ce qu'on devrait retenir de ces textes. Ils sont plusieurs, il y a beaucoup de textes. En tout cas, si vous parlez de la gestion du patrimoine, ça c'est un peu spécial. Mais dans l'ensemble, d'ailleurs, c'est ce qui un petit peu caractérise le système marocain, le système foncier en tout cas, c'est la disparité des textes. Donc, nous ne disposons malheureusement, en tout cas pas encore, d'un code foncier, c'est-à-dire un texte qui englobera tous les aspects du foncier ou bien de l'immobilier de façon générale, ou le patrimoine ou la gestion aussi. Donc nous avons de façon très spécifique ce qui relève de la gestion locative, c'est-à-dire fructifier le patrimoine. Donc c'est la loi sur les résidences immobilières de promotion touristique. Nous avons, donc c'est la loi 0107. Nous avons bien entendu le code des droits réels, la loi 3908. Nous avons la loi sur la copropriété, la 1800 telle que modifiée. Nous avons la loi sur les expropriations, nous avons le code d'enregistrement, nous avons le DOC. Donc, c'est cette disparité de textes qui fait qu'aujourd'hui, voilà, chaque domaine ou chaque discipline ou chaque canal sur lequel peut déboucher une action ou bien une gestion de patrimoine peut tomber sur tel ou tel texte. Donc, nous avons une disparité de textes. Tout dépend de la nature du domaine ou bien de la question qui serait posée afin de concevoir ou trouver le texte adéquat et applicable. Merci beaucoup, Maître. Nous avons M. Najib Raïs, Strategic Leader et General Manager de Farah Maghreb, avec une longue et riche expérience en management de groupes hôteliers au Maroc et à l'international qui viennent nous rejoindre. Et ça tombe au bon point. La question est adressée à vous, M. Raïs. On a vu la question de la valorisation du patrimoine immobilier d'un point de vue asset, d'un point de vue terminologique et conceptuel. Maintenant, on aimerait avoir aussi le côté exploitation lorsqu'on exploite un patrimoine immobilier. Quelle importance voyez-vous ou donnerez-vous à la professionnalisation de l'exploitation pour garantir une bonne valorisation du patrimoine immobilier? Merci Abdelghani. Bonjour messieurs. Merci Abdelghani de m'avoir invité donc à cette session et je suis très ravi donc de partager mon point de vue. C'est certain donc que je n'ai pas commencé la session très rapidement avec vous. Je m'en excuse. Très rapidement, juste pour revenir sur une définition du patrimoine, je pense que vous l'avez déjà fait. Constituer son patrimoine, c'est se protéger soi-même ainsi que ses enfants contre le besoin. Votre objectif de faire évaluer et de faire fructifier votre patrimoine au fil des années. Celui-ci est constitué d'un ensemble de biens, mais aussi d'un ensemble de dettes. Une règle assez simple. Je tiens juste à rappeler un petit exercice où ce qu'on a déjà donc fait quand on était assez jeune et enfant, on jouait très souvent au Monopoly. Vous vous en rappelez? Donc, vous commenciez votre tour, j'achète une petite maison, j'achète 3 maisons, j'achète 4 maisons, et puis tout d'un coup, vous faites beaucoup d'argent, et puis vous vous dites, ah, maintenant, je vais acheter un hôtel. Mais ils n'ont pas dit que vous allez acheter dans ce jeu-là, ce n'était pas créé juste stupidement, donc ils donnaient quand même une certaine base de conformité de comment donc, on fait fructifier son patrimoine, et donc, dans notre tête, quelque part, je voudrais fructifier mon patrimoine. Je passe de loyer ou de locataire à propriétaire, je passe de propriétaire à quelque chose de plus grand et j'élargis mon patrimoine pour préserver, assurer mes arriérés. Bien entendu, chaque chose qui est mise en évidence, elle a une durée de vie, une durée d'existence. Cette durée d'existence et cette durée de vie, dans le patrimoine, elle a une valeur. Le patrimoine lui-même, vous l'avez acheté il y a longtemps à X dirhams ou à X euros. Qu'est-ce qui fait augmenter sa valeur? Que ce soit dans un cadre de choix de l'endroit et dans le domaine de l'industrie hôtelière en général et tout ce qui est restauration, avant de pouvoir s'investir dans le asset, on fait quoi? Ben, la première question qu'on se pose, c'est l'endroit où cet asset doit s'ériger ou doit se faire construire. Donc, le point le plus important qu'on se met devant soi pour pouvoir investir sur le asset, c'est the location et the location. Donc, 3 fois, on pose cette question pour qu'on
sur où est-ce qu'on va investir pour pouvoir protéger notre investissement qu'on voudrait transformer sous forme de assets, de biens immobiliers. Je reviens bien entendu donc à la question qui est l'exploitation de biens immobiliers sous forme d'hôtel. Pourquoi l'hôtel? L'hôtel en lui-même, quand vous le construisez, ou sous forme de terre, ou sous forme de land, ne vaut pas grand-chose. Mais une fois qu'il reçoit un bâtiment super bien fait, super bien designé, bien décoré, avec un concept qui est très très bien étudié, il commence à valoir beaucoup plus que ce que vous avez investi. Pour quelle raison? La première année, il ne donne pas beaucoup. La deuxième année, il commence à prendre de la valeur. La troisième année, il commence aussi donc à se faire surévaluer. Durant les premières 5 années, votre asset acquis une valeur de plus de 30% minimum de ce que vous avez déjà investi dans votre bien immobilier et dans votre projet. À partir de la 5e année, si vous ne assurez pas la continuité du niveau dans lequel vous avez lancé votre asset, ça commencera à se dégrader. Donc, sa dégradation étant liée, bien entendu, aux divers types de matériaux utilisés, liée, bien entendu, à l'exploitation. Est-ce que vous avez exploité votre bien immobilier à 100%, à 50%, à 80%? Cela dépend, bien entendu, de votre exploitation. Et tout cela se répercute sur votre asset en lui-même. L'investissement dans ce que vous avez acheté en matière de fourniture, de tout ce que vous avez mis dans votre bien immobilier est aussi important. Vous avez investi pour 5 ans ou vous avez investi pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans. Donc, si vous avez acheté le MEP, tout ce qui est pipeline, tout ce qui est plomberie, tout ce qui est chauffage, tout ce qui est climatisation et installation, etc., donc vous l'achetez en fonction de la durée de vie que vous voulez donner à votre asset. Jadis, l'asset devait durer plus de 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Allez, on va dire 50 ans. Avant, c'était un calcul sur 50 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a des questions à se poser et je continue. Bien entendu, sur 32 ans d'exploitation d'hôtellerie, en 1989, j'ai commencé dans un hôtel de grande renommée internationale où il y avait de la GTC. C'est la Générale Technique de Gestion de l'ensemble des installations de l'hôtel. Une première au Maroc, installée par une compagnie américaine qui permettait de gérer le building en général. Tout. Il contient pratiquement tout l'historique du bâtiment, de ses installations, ainsi que l'ensemble des contrats de ceux qui ont construit et la durée d'assurance qu'ils ont donnée pour pouvoir exploiter ces matériaux. Et ça nous permettait quoi? C'est qu'à chaque fin du mois, on devait tirer un rapport pour dire qu'est-ce qu'il faut remplacer, qu'est-ce qu'il faut maintenir et qu'est-ce qu'il faut entretenir. Et ça permettait d'obtenir quand même une certaine longévité de l'asset et bien entendu de l'ensemble de ces installations. Certes, cela coûte de l'argent, mais l'investissement que vous mettez dedans, c'est un investissement qui permet toujours d'intervenir dans la valorisation de votre asset. J'espère avoir répondu à la question. Très bien, parfaitement. Et cette question de GTC, à mon avis, elle serait très particulièrement intéressante à voir en matière de perspective et d'apport technologique. Où en est le Maroc? Si en 1989, il y a eu une initiative à installer ce genre de procédé, est-ce qu'on a poursuivi ce chemin ou non? Merci beaucoup, Najib. Alors, j'aime particulièrement votre exemple de Monopoly et ça me rappelle une conférence d'Idriss Aberkan où il parlait de l'importance du jeu dans l'apprentissage. Donc, Oui. c'est quelque chose que nous devrons particulièrement retenir. Monsieur Bensouda, votre métier est quand même à la fois intéressant et méconnu par les néophytes. Lorsque nous avons des titres comme ça avec de l'anglicisme, il y a souvent le risque de ne pas parfaitement comprendre en quoi consiste le scope de ce travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le métier de asset manager, M. Bensouda? Je vais essayer de vulgariser le métier
Et le principe, en fait, déjà trivialement, l'asset management, ça veut tout simplement dire la gestion d'actifs. Et donc, pour reprendre un terme que vous aimez bien, moi, je considère ça comme une forme de valorisation d'actifs. C'est une sorte en fait, l'idée, c'est de s'ingénierer pour créer de la valeur sur un actif donné. Sur le cas qui nous concerne, on parle d'actifs immobiliers. Donc, il y a également de l'asset management sur des actifs financiers, sur un certain nombre de classes d'actifs. Donc, pour rester sur le sujet qui nous intéresse, l'asset management immobilier consiste tout simplement en fait à optimiser un patrimoine. Il y a une formule anglaise qui parle du highest and best use. L'idée, c'est que, pour faire simple, on a un patrimoine immobilier et donc mon métier va consister à essayer d'en faire le highest and best use et donc de créer tout simplement un maximum de valeur locative de cet actif donné. Pour schématiser, l'asset manager, en tout cas chez nous, chez RIM Partners, on l'associe à une sorte de CEO, une sorte de patron d'actifs qui veille tout simplement à ce que le résultat d'exploitation soit le plus élevé possible en s'appuyant sur les différents métiers qui interviennent dans la chaîne de valeur. Donc vous avez parlé tout à l'heure du facility management et je rejoins ce que disait Alexandre Bompard sur la bonne connaissance du site. Donc il va sans dire qu'un site qui est bien maintenu va pouvoir générer le rendement locatif escompté. Il faut également le commercialiser, il faut le marketer, il faut du property management qui est donc la partie collecte, facturation de loyer. Et donc l'asset management est une sorte de maître d'orchestre qui va coordonner ces différents métiers qui sont soit internalisés, soit externalisés. Pour le cas de la foncière que l'on gère, Araday Capital, ils sont internalisés au sein d'Araday Services. Et donc, nous nous appuyons sur ces équipes partenaires qui nous permettent donc de mener à bien ce métier, ce beau métier d'asset management qui est, comme je vous ai dit, donc pour faire simple, un métier qui consiste à gérer cet actif. Nous avons entre les mains donc des actifs donnés et nous veillons à ce qu'ils puissent honorer leurs engagements de rendement locatif. Tout à l'heure, vous avez parlé de patrimoine immobilier long terme. Effectivement, la vocation d'une foncière immobilière est de détenir au fond un patrimoine locatif stable et d'offrir au marché des rendements locatifs. Il est également possible de céder, d'acquérir et de céder des actifs, évidemment, pour faire grossir ou pour céder des actifs qui sont arrivés à maturité. Mais grosso modo, l'idée étant de gérer de façon saine ce patrimoine immobilier. Voilà, je ne sais pas, est-ce que j'ai été clair sur le… C'est limpide et c'est même très intéressant. Je retiens particulièrement l'image du chef d'orchestre et j'espère que votre explication donnera envie à beaucoup de jeunes de s'intéresser à ce métier qui paraît vraiment passionnant. Sinajib, maintenant, qu'en est-il par rapport au recrutement de Property et Facility Manager? Le jour où tu as à recruter du Property ou Facility Manager chez toi, que ce soit en interne ou en externe, qu'est-ce que tu attends de la part de ce type de fonction ou de rôle? C'est vrai, au départ, le recrutement d'un facility manager où on lui donnait donc le titre de responsable technique ou de responsable de maintenance. Facility manager aujourd'hui, c'est la nouvelle appellation qui permet de faire évaluer et donner plus de plus-value au patrimoine. Et donc, il a une grande responsabilité dans le cadre du maintien de l'asset dans les règles de l'art. Bien entendu, en se basant sur la durée de vie de chaque installation qui est mise en œuvre pour pouvoir faire fonctionner cet asset dans les règles de l'art. Son recrutement, et d'après plusieurs expériences sur plusieurs entités, que ce soit sur le Maroc ou à l'étranger, le meilleur profil correspond beaucoup plus à un officier de la marine
Donc, pourquoi un officier de la marine? Parce qu'on avait toujours associé un hôtel, depuis qu'il ouvre ses portes, c'est comme un bateau que vous lancez dans l'eau. Un bateau qui est lancé dans l'eau, il continue donc à flotter dans l'eau jusqu'au jour où il disparaît. Un hôtel, quand vous ouvrez ses portes, il ne ferme ses portes que pour rénover son établissement. Bien entendu, le Facility Manager, aujourd'hui, il gère toute la partie technique de l'établissement et l'ensemble des installations. Dans le cadre d'un hôtel, ce sont les chaudières, c'est tout ce qui est installation de plomberie, tout ce qui est installation de chauffage et de climatisation, tout ce qui est installation de cuisine, installation aussi dans les chambres. Il rentre pour beaucoup plus dans le cadre de la gestion digitale de l'ensemble de ce qui se rapporte à la gestion technique du bâtiment et l'ensemble des installations qui y sont liées. Pourquoi on a choisi donc un ex-officier de la marine? L'exercice a bien démontré que c'est un profil qui de par ses responsabilités qui ont attribuées quand ils étaient dans les bateaux, c'est des responsabilités qui sont très, très minutieuses, très pointées et qui sont donc liées à un exercice de précision et une longévité de ce qu'ils font comme métier en matière de maintenance et en matière donc, de maintenir la machine en route tout le temps. Voilà. Merci beaucoup, Najib. Je continuerai toujours dans une approche aussi conceptuelle et je m'adresserai maintenant à Alexandre. Lors de votre présentation, j'avais dit que vous avez écrit un livre sur le BIM et le GEM, le GEM étant la gestion de l'exploitation et de la maintenance. Si vous pouvez nous décrire un job description d'un GEM manager, quels sont les éléments principaux à ne pas ignorer dans ce genre de document? Alors, en effet, si vous avez besoin de consulter le livre, il est en libre accès directement en ligne. Si c'est possible après, il n'y a pas de souci pour le partager. C'est un livre qui a été rédigé maintenant il y a 3 ans sur le BIM GEM, qui est issu d'une thèse professionnelle que j'avais fait au master spécialisé des ponts et chaussées, donc master spécialisé BIM. Bonne comparaison avec l'école Asania sur son master spécialisé BIM également. Et donc du coup, BIM, Building Information Modeling, et GEM, gestion, exploitation, maintenance. Là, le BIM, initialement, était plutôt orienté sur la phase de conception et construction, sur l'aspect collaboratif et la gestion de l'information sur les phases de conception-construction. Et initialement, la phase d'exploitation-maintenance était un peu négligée. Finalement, on concentrait beaucoup d'efforts jusqu'à la livraison de l'ouvrage et avec une perte d'informations importante après en phase d'exploitation. Donc, l'objectif avec le BIM, c'est plutôt de travailler sur le cycle de vie complet des ouvrages et sans avoir en fait de gap, de fossé énorme en termes de connaissance de son bâti lors de la livraison du document avec la réception des DOE et la phase d'exploitation-maintenance. Alors là-dessus, du coup, il y a en effet plusieurs les métiers qu'on a cités, asset management, property management, facility management, et il y a d'autres, on va dire, missions complémentaires qui peuvent être portées par un GEM management ou un data management qui opère en phase d'exploitation-maintenance. Donc, data management qui est le gestionnaire de l'information en phase d'exploitation-maintenance qui va accompagner l'ensemble des acteurs pour récupérer ces informations, qu'elles soient issues des objets on va dire des éléments statiques issus des DOE, issus en fait du renouvellement du matériel sur site, et également des données dynamiques issues des outils, on en a parlé tout à l'heure, de GTB, GTC, gestion technique bâtiment ou gestion technique centralisée, également en fait des outils comme donc les GMAO, IWMS, GTP, gestion du patrimoine, gestion de la maintenance assistée par ordinateur, qui du coup collecte de l'information, mais de manière très silotée. L'objectif aujourd'hui, grâce au BIM et donc du coup à ce data manager, c'est de rassembler l'ensemble des informations autour d'une plateforme centrale qu'on peut appeler environnement commun de l'information pour avoir cette interopérabilité entre l'ensemble des informations mises à disposition aux partenaires, aux acteurs de l'exploitation et de la maintenance des actifs.
ce qui évite de se retrouver devant une chaudière sans connaître sa puissance, sans connaître en fait la date de maintenance précédente qui a été réalisée. Ça évite d'avoir une fuite d'eau sans connaître la vanne de coupure sur son bâti. Le BIM va permettre de mettre à disposition ces données pour intervenir plus rapidement sur du coup, ce réseau, sur les équipements de nos bâtiments techniques ou simplement bâtiments globaux, donc architecturaux, les MIP, la partie structurelle de nos actifs et du coup assurer une meilleure qualité de service général, que ce soit au niveau du facility manager qui va avoir des opérations plus rapides, moins de dérangements pour les occupants, et que ce soit également pour le property et l'asset manager qui vont pouvoir visualiser les données de leurs actifs quasiment en temps réel avec du coup l'efficacité et la performance de leurs ouvrages. Merci beaucoup, Alex. René, est-ce que je peux Oui, rajouter quelque chose parce que c'est très intéressant oui, ce que dit oui. Alexandre. Merci beaucoup, Alexandre, pour ces détails qui sont devenus d'une importance majeure par rapport aux investisseurs. L'investisseur aujourd'hui, il place l'équivalent de 60 millions d'euros, 100 millions d'euros, 1 milliard d'euros dans un bien immobilier. Et surtout, moi je parle beaucoup plus de tous ceux qui ont investi dans l'hôtellerie. Ils veulent voir leur argent où est-ce qu'elle part. Vous savez, vous préparez un CAPEX qui s'appelle un Capital Expenditure. C'est une valeur de 25 000, 30 000, 50 000, 60 000 euros. C'est de l'argent qui est très facile donc à prononcer. Mais pour l'investisseur, c'est encore de l'argent de plus. C'est fou ce que c'est là et très, très sensible. Nous, on rencontre dans les cas d'exploitation de biens hôteliers, comme vous venez donc de le dire, Alexandre, cette gestion technique digitalisée aujourd'hui, elle réduit l'erreur humaine d'un côté. La deuxième chose, elle te donne l'exploitation au maximum de tes machines, de tes capacités en matière de production, que ce soit en eau chaude, en électricité, en froid, etc. Et bien entendu, elle éveille en la tête du gestionnaire le temps propice pour pouvoir dire attention, dans 6 mois, cette machine, elle doit être changée. Et donc, vous ne vous réveillez pas un de ces quatre et vous envoyez les 60 000 ou les 80 000 euros à investir à un propriétaire qui va se tirer une balle dans la tête. Et donc, ouais, parce que bon, en fin de compte, nous, on le sent parce que effectivement, cette gestion du patrimoine et de l'ensemble de ces installations par le biais d'un format digitalisé ou d'un format automatisé, elle réduit le défaut de l'humain. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup, Najib. Justement, comme on vient de voir, Maître Hannibal, il y a quand même pas mal d'intervenants, il y a des responsabilités extrêmement importantes, des enjeux financiers énormes. Dans ce tour de table extrêmement complexe, avec, comme j'ai dit, des responsabilités importantes, pensez-vous qu'il y a un ou plusieurs métiers de juriste dans le domaine de la valorisation et de l'exploitation du patrimoine immobilier? Pour qu'il y ait de bons juristes là-dessus, il faut qu'il y ait un cadre juridique. Le cadre juridique D'accord. aujourd'hui, déjà avec l'existant, c'est-à-dire déjà avec, je dirais, le parallèle, entre guillemets, celui de la VFA, et déjà on s'en sort pas. Il y a plein de problèmes qui ont. De toute façon, ça, le concept n'est pas encore véritablement encadré. On a fait tout à l'heure, j'ai listé les quelques lois qui régissent le foncier de façon générale, mais spécifiquement pour le BIM, il n'y a pas encore de cadre juridique à proprement parler. Maintenant, s'il n'y a pas de cadre, ce sont les règles générales, ce sont les jurisprudences, ce sont les appréciations, ce sont les engagements à titre personnel qui seront interprétés d'une manière ou d'une autre. Maintenant, pour qu'il y ait des juristes, il faut qu'il y ait un cadre légal pour pouvoir se spécialiser là-dessus. Et d'ailleurs, c'est tellement intéressant que je pense que le législateur devrait s'atteler à ce qu'un cadre juridique suive ces nouveaux modèles
pour pouvoir déjà être à jour par rapport à l'évolution des choses et surtout adapter la chose afin de prévenir les futurs problèmes si problème il y a. Parce que c'est tellement intéressant, c'est tellement efficace et ça réduit, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit à l'instant, ça réduit considérablement la marge d'erreur, c'est-à-dire toute mesure ou bien toute origine de contestation devrait être réduite. Donc la marge de contestation étant réduite, il faut qu'il y ait un cadre juridique pour asseoir tout ça et permettre aux intervenants d'intégrer le système de façon assez pérenne et sans problème. Merci beaucoup, maître. Alors, bien entendu, nous avons vu que nous sommes face à des questions qui touchent des enjeux financiers immenses. Et qui dit enjeux financiers immenses, forcément, dit aussi fiscalité. Donc, bien entendu, nous sommes des entreprises citoyennes, nous reconnaissons la valeur et l'importance de payer les impôts, mais en même temps, on est obligé, dans un cadre d'investissement, de penser aussi à la rentabilité, voire comment optimiser tout cela, surtout quand il s'agit d'investissements extrêmement importants. Alors, Monsieur Messouda, y a-t-il des options dans l'environnement marocain dans le choix de format juridique des sociétés pour optimiser la valorisation du patrimoine immobilier? Je sens que vous me tendez une perche vers un mot à la mode qui est l'OPCI. Donc, je vais Vous franchir le avez pas tout compris, Monsieur et vous Messouda. faire plaisir. Donc, écoutez, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur ce cadre juridique, fiscal. Maître Hannibal en dira beaucoup plus de choses que moi sur les aspects techniques. Ce que je peux dire de façon assez grossière et assez simple, c'est que c'est un cadre qui permet au fond, je reprends un peu les termes que j'ai utilisés tout à l'heure, de financiariser la pierre. L'idée étant d'avoir à travers un OPCI, une sorte de panier de biens immobiliers, comme il y aurait des paniers d'actions dans des OPCVM. Donc là, l'idée, c'est d'offrir au marché un panier de produits immobiliers dans lequel un épargnant, un institutionnel pourrait acheter des parts dans un patrimoine immobilier locatif diversifié et géré par un professionnel qui est à la fois avec des standards de transparence, avec un historique. Et je rejoins donc le point que vous évoquiez sur la fiscalité. Et donc, ce cadre permet en fait un régime fiscal accommodant pour l'actionnaire, l'idée étant d'encourager ce type d'investissement. Donc, moi, épargnant, j'ai un choix, j'ai un arbitrage entre acheter par exemple un bien immobilier directement à Casablanca, un appartement locatif, et pour ce même montant, et donc je prends le risque, j'ai un seul bien avec un locataire, et donc je porte l'entièreté de cet actif, versus me positionner sur un montant équivalent, sur un patrimoine, comme je vous ai dit, diversifié en matière géographique, par exemple. Je prends l'exemple de la foncière que nous gérons à Radé Capital, donc qui a un patrimoine dans une quinzaine de villes. Donc, c'est également une diversification en matière de classe d'actifs. Donc là, l'idée étant d'être à la fois exposé, par exemple, sur du résidentiel locatif, du bureau, du commercial, de la logistique, donc de manière à pouvoir contrebalancer des risques sur des classes d'actifs données. C'est également une diversification en matière de locataires. Donc, c'est un régime qui est à la fois intéressant d'un point de vue fiscal pour l'actionnaire, mais également en matière de risque, de prise de risque et de diversification. Et donc, au fond, ce régime permet de professionnaliser et de structurer la profession de l'immobilier d'entreprise.
à travers des normes, des garde-fous, et donc d'où l'effervescence autour de ce régime qui est en phase de mise en place avancée, puisque certaines sociétés ont déjà leurs agréments, et nous œuvrons également pour l'avoir. Il faut savoir que Reim Partner, c'est son PDG Naufel Boundefa, font partie des acteurs qui ont milité pour la mise en place de ce cadre. Et puis le marché est friand de ce type de cadre, puisque, enfin, au vu du succès des SIC ou des REIT qu'il y a en Europe, qui sont l'équivalent des OPCI. Et, Monsieur Souda, est-ce que vous pensez que c'est vraiment une tendance qui a de l'avenir, euh, qui, qui aura une grande place au Maroc, la création des OPCI pour la valorisation du patrimoine immobilier? Écoutez, il faut voir ce qui s'est passé un peu partout dans le monde, là où ont été instaurées ces normes, ce cadre. Et donc, on voit bien que très rapidement, il y a eu à la fois une montée en puissance de l'immobilier professionnel structuré. Il y a eu également un appétit du marché vers un nouveau produit financier. Donc un produit financier dont le sous-jacent est l'immobilier. Et donc, nous sommes au fond à cheval entre un sous-jacent action risqué et un sous-jacent obligataire moins risqué, mais qui crache des rendements beaucoup plus faibles. Et donc, nous offrons une alternative au marché qui est un produit, comme je vous ai dit, financier, et donc avec un patrimoine immobilier comme sous-jacent diversifié. Et donc, nous sommes confiants dans les fondamentaux des OPCI au Maroc. On voit la montée en puissance du professionnalisme de ce métier à travers voilà, l'émergence de foncières, avec l'introduction en bourse d'Imorante, avec des foncières en JV avec des banques. Et donc, l'idée étant qu'il y ait une forme de sélection naturelle au profit d'acteurs structurés détenant l'agrément et jouant le jeu, en fait, avec toute la panoplie en matière de transparence, de gestion saine de ce patrimoine. Et donc, c'est un gage de bonne gestion, au fond, de ce patrimoine immobilier, en vue d'offrir du rendement à des actionnaires, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Merci beaucoup, Monsieur Moussouda. Et je tends la perche que vous avez tendue à Maître Hannibal. Justement, cette question de l'OPCI et du cadre législatif, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport au nouveau texte, par rapport à ce qui le caractérise comme cadre légal? C'est-à-dire, qu'est-ce que le Maroc a créé de nouveau dans son arsenal juridique pour pouvoir encourager la création de ce genre de société? Maître Hannibal? Maître Hannibal, si vous pouvez débloquer votre micro. Très bien. En attendant d'avoir Maître Hannibal Abdelghani, avec nous. je voulais rajouter Oui, justement, je voulais justement m'adresser à toi, Najib. Euh, Vas-y. Monsieur Bensouda, Yahya, vous êtes en France ou au Maroc? C'est REM, c'est en Europe. Non, non, on est au Maroc. On est au Maroc. Oui. On a un nom anglicisant, D'accord, mais nous sommes bien au Maroc. Nous d'accord. gérons le. C'est excellent ce que vous venez de dire. Je suis passé par l'expérience donc, de gérer avec le groupe Palmeret Holding la partie du développement de la gestion locative, la partie du développement de l'achat d'un bien immobilier et le convertir en bien qui crache de l'argent et vous ne payez pas donc vos dettes ou vos traites à la banque, c'est votre gestion locative qui s'occupe de ça. Bien entendu, c'était un outil qui a complètement participé à la promotion, à la vente et je dirais, la valorisation du projet. Donc, nous avons fait le projet de la Palmeraie à Marrakech, le projet d'Al Saad à Marrakech,
Je peux vous dire que bon, cela n'a pas duré assez longtemps pour qu'on puisse passer à d'autres projets en matière donc, de vente et en matière de réalisation de ce qu'on avait prévu dans les plans. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, au Maroc, il y a encore donc, le groupe comment il s'appelle, qui fait bien entendu donc, dans le même concept. Euh, j'ai oublié le nom. Ça va me revenir, qui en quelque sorte, c'est des investisseurs qui ont pensé à l'entretien de leur asset, à la gestion de bien de leur asset et à le faire perdurer dans le temps. Mais il reste un point qui est important, c'est que la partie fiscale, la partie financière, la partie qui est très très importante à intervenir dans le développement de ce type de business, n'est pas aussi structurée au Maroc. Les textes qui ont été évoqués par Maître Hannibal, ce ne sont pas des textes qui sont riches, mais le Maroc a besoin de revoir l'ensemble de textes qui constituent l'exploitation et qui constituent la gestion de biens immobiliers pour pouvoir en bénéficier, que ce soit en tant qu'exploitant, que ce soit en tant qu'acquéreur. Et je trouve que le terrain et l'espace est tellement vaste pour pouvoir aller se développer dans ce sens. Merci. Justement, Najib, au-delà de la fiscalité par rapport à la partie investissement, est-ce que aujourd'hui au Maroc, vous trouvez qu'il y a des incitations fiscales à la bonne exploitation? C'est-à-dire, est-ce qu'on incite quelqu'un qui possède ou qui exploite un patrimoine immobilier à faire de la bonne maintenance, à le conserver par des outils fiscaux comme ça existe dans d'autres pays? Non, non, il n'y a aucun retour. Il y a aucun retour sur l'investissement. Vous entreprenez ou vous maintenez votre bien immobilier ou votre asset, c'est dans votre propre intérêt. Au lieu de la façon avec laquelle on réfléchit d'actualité, tu répares aujourd'hui une panne qui coûte 1000 dirhams, ben, si tu laisses traîner la panne, elle risque d'évoluer vers 10 000 dirhams. Donc, on a tendance à réfléchir de la sorte. Par contre, réfléchir pour dire j'investis dans mon patrimoine et je l'entretiens pour avoir ce qu'on appelle des rabattements fiscaux, je n'en ai pas encore trouvé. Mais pensez-vous que pareille mesure pourrait éventuellement encourager les exploitants marocains à mieux professionnaliser le secteur? Oui, oui, bien sûr, il y a terrain, il y a chambre de développement et c'est très important. C'est que c'est vrai, on paye nos taxes d'édilité, on paye la taxe d'urbaine, on paye la taxe, toutes les taxes, vous les payez, vous vous en tirez aucun profit. Mais se faire ce qu'on appelle rembourser sur ces frais d'investissement en matière de maintien de son bien immobilier, c'est une chose qui permettrait d'embellir les villes, de garder leur cachet, de développer ce patrimoine sur lequel on est en train donc, de se battre et qu'on ne fait que reconstituer après 15, 20 ans, 25 ans. L'exemple de Casablanca City ou le Casablanca Centre, s'il n'y avait pas, et je vous donne un simple exemple, mais ça n'a rien à voir d'une publicité, si vous prenez l'immeuble RMA d'il y a longtemps, ben, ce n'est pas l'immeuble RMA d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un facility manager, il y a un asset manager. Le gars, il est là pour valoriser les biens immobiliers de son propriétaire. Tant qu'il y a un retour sur cet investissement, on y va tous. Mais aujourd'hui, l'État, le gouvernement, ne s'est pas encore penché pour pouvoir ouvrir ce volet-là qui va rapporter beaucoup, qui va rapporter énormément. Merci, Amlan. Merci beaucoup. Et justement, Alexandre, ça serait intéressant aussi de voir les expériences, je dirais, de l'autre côté de la Méditerranée. Comment encourage-t-on l'investissement dans la valorisation de l'immobilier? Comment encourage-t-on sa maintenance en France? Alors, c'est clair que ce qui a été évoqué sur le principe même en fait, du ROI pur, on voit bien que ça fonctionne qu'à moitié. En termes d'investissement dans notre parc immobilier, la mise en place typiquement de la digitalisation de nos actifs, si on regarde au sens pur ROI, on n'a pas encore assez de retours pour identifier des gains potentiels. Donc,
bien évidemment, si on prend l'affaire dans l'autre sens, bon, il y a plusieurs études qui ont été faites sur les coûts liés au défaut d'interopérabilité sur les actifs immobiliers. On est à peu près, il y a 2 études qui ont été faites, une en France, une aux États-Unis. En France, c'est la Fédération française du bâtiment qui l'a portée et qui représente à peu près 2,30 € du mètre carré par an les coûts liés au défaut d'interopérabilité. Donc, c'est la non-maîtrise en fait, d'une information qu'on pourrait avoir sur un actif immobilier. Donc, c'est bien 2,30 € par mètre carré et par an, ce qui peut représenter quand même un budget assez important. Donc, l'idée, c'est plutôt sur la valorisation de l'actif, c'est plutôt de se pencher sur les nouveaux usages et la qualité de l'actif qu'on pourrait avoir et éviter des problèmes. Quand on identifie en fait les coûts liés à la maintenance corrective sur les opérations, c'est très compliqué puisque c'est très variable et c'est en fonction en fait aussi un petit peu de la chance ou de la malchance sur une opération. Alors bien entendu, quand on fait que de la maintenance corrective, eh bien une panne, une fuite d'eau, ça peut tomber demain comme dans 10 ans en fonction de l'utilisation générale du réseau, des méthodes de conception et de construction qui ont été faites sur l'opération. Mais c'est vrai que si on prend en compte une opération plutôt de maintenance préventive, ça nous coûte tout de suite un petit peu, mais avec un risque de dégâts quand même beaucoup plus faible par la suite. Et donc, dans ce sens-là, cette maîtrise de l'information et cette mise à jour de l'information, on est sur le même principe. Donc, finalement, on va avoir les mêmes méthodes sur un actif physique que sur du coup son jumeau numérique du bâtiment. On va avoir cette mise à jour de cette maquette numérique, de ces données liées à son patrimoine, pour après mieux le maîtriser. Et donc cette maîtrise, c'est aussi une maîtrise des risques que l'on va avoir sur les phases d'exploitation en France. Donc c'est un coût initial, un coût de CAPEX sur la constitution de ces données, un coût d'OPEX surtout sur cette mise à jour, ce maintien par le data manager, par également la mise à jour des outils qu'on met à disposition, puisqu'on n'est plus sur des fichiers Excel qui ne coûtent rien, où on a seulement du temps en interne à passer, mais on va prendre des logiciels qui peuvent être plus ou moins coûteux en fonction de ce dont on a besoin. Mais finalement, toute l'interrogation là-dessus pour valoriser son actif et les investissements qui sont faits, avant de se lancer dans des investissements, c'est d'abord savoir pourquoi je me lance dans cette digitalisation, pourquoi je me lance dans ces opérations, pourquoi je veux avoir telle ou telle information sur mon actif. Il y a des informations qui vont être critiques, qui sont essentielles, qui peuvent coûter plus ou moins cher, et des informations qui sont non critiques. Typiquement, sur une opération de logement ou du tertiaire, le détail sur la porte ou le positionnement d'une porte standard est moins critique que la connaissance sur la puissance d'une chaudière. Voilà. Typiquement, se tromper entre une chaudière de 400 kW et une chaudière d'1 mégawatt, eh bien, on a une gestion qui est complètement différente. On a des coûts de gros entretiens renouvellement, changement de matériel partiel ou complet, qui est complètement différent. Donc, pour faire ces plans d'investissement, changer une porte, finalement, ça représente un certain coût. La connaissance de cette information a le même poids que le fait de connaître du coup l'information liée à une chaudière, donc un élément critique. Donc, finalement, il vaut mieux s'intéresser à cette connaissance, à cette fiabilité de l'information sur les équipements de production d'énergie, typiquement, plutôt que sur le revêtement de moquette qui est dans le type qui est installé à tel endroit. Après, voilà, c'est une priorisation sur certaines informations. On ne peut pas tout connaître dans son patrimoine. Il va falloir le prioriser, et ce qui va permettre de détacher des usages complémentaires qui sont au service d'un ou plusieurs acteurs. Et donc, c'est ça, il faut vraiment l'identifier en amont, ce qui permet de débloquer du coup des fonds pour se dire, tiens, ces informations sont au service du coup de cet usage. Typiquement, j'ai besoin de ces informations pour faciliter et optimiser mon nettoyage sur mon site. Et derrière, du coup, la maîtriser au fur et à mesure. Je prends un exemple tout simple, qui est très intéressant sur les bénéfices d'un de nos partenaires Facility Manager présents en France sur une école d'ingénieurs, donc sur l'école centrale Supélec, une opération qui est du coup en exploitation maintenance par Bouygues Énergie et Services
sur de nombreuses années. Et derrière, ils travaillent aujourd'hui avec les étudiants pour mettre en place une solution dédiée à l'optimisation du nettoyage. Et se dire par le biais en fait, de la maquette numérique et par le biais en fait, des capteurs qu'on met en place sur l'école, eh bien, on va détecter si oui ou non les salles ont été utilisées durant la journée, ce qui permet d'éviter de nettoyer une salle qui est déjà propre. Et donc, il y a un gain potentiel de 30-40% sur le nettoyage sur des établissements, surtout dans ces périodes post-Covid, où on a besoin de réaménagement, on a besoin de nettoyage complémentaire. Eh bien, ce nettoyage complémentaire a un coût, eh bien, il est optimisé par le fait de dire ces locaux n'ont pas été utilisés depuis 24 heures, 48 heures, donc ce n'est pas la peine que je rentre, potentiellement contaminé, mais surtout désinfecter ces locaux. Et je me concentre en fait sur d'autres parties des locaux qui sont, eux, utilisés par les étudiants. Merci beaucoup, Alex. Nous avons M. Bensouda qui devra malheureusement nous quitter. On le remercie du temps qu'il nous a consacré malgré des engagements qu'il avait eus auparavant. Merci beaucoup, Bensouda. Merci Au à vous. plaisir, Inch'Allah, de vous retrouver encore une fois pour nous éclairer sur les questions liées à l'asset management, aux OPCI, domaine qui a beaucoup d'intérêt, qui malheureusement encore est peu connu du grand public. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, je m'adresse à Maître Hannibal. Monsieur Messouda, juste avant de partir, avait parlé des OPCI comme une nouveauté juridique au Maroc. Et justement, on s'intéressait durant cette phase à tout ce qui est optimisation fiscale dans l'arsenal juridique marocain. Donc, je voulais savoir, sur les 10 dernières années, en termes de législation, qu'est-ce que le législateur marocain a prévu pour encourager l'investissement structuré dans l'immobilier? Écoutez, déjà, on s'est inscrit dans une logique où, déjà, à abstraction faite des lois, qui est un régime passez-moi l'expression, emballer les anciens problèmes pour essayer de mettre en place un système efficace et qui répond aux exigences. Donc aujourd'hui, maintenant, le système est encore plus intéressant à travers la loi 70-14, où un certain nombre d'exonérations et d'abattements ont été prévus à cet effet. Donc on voit un petit peu l'esprit du législateur et l'esprit même du ministère des Finances pour aller aujourd'hui encourager et couvrir ou bien booster d'autres produits avec des facilités qui vont dans ce sens. Bien sûr, il y a l'histoire du référentiel des prix, donc on sait même si aujourd'hui même ça coïncide avec une suspension, il y a plein de mesures qui ont été prises en phase de médiation avec un certain nombre d'entreprises, mais surtout en ce qui nous concerne pour les OPCI, il y a ce régime fiscal très avantageux, mais je pense que ça n'a pas été accompagné, médiatisé de façon à encourager encore plus un certain nombre de personnes. C'est vrai que c'est une loi qui date de 2019, donc c'est un peu récent, mais je pense que le régime qui est prévu incite ou devrait inciter à ce que le produit se généralise un peu plus pour favoriser un essor économique plus intéressant. Et plus particulièrement, Maître Hannibal, la question des OPCI, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a de particulier en termes juridiques? Qu'est-ce qui a été prévu dans les nouveaux textes législatifs par rapport à cette forme juridique? Alors, par rapport à cette forme juridique, déjà une exonération en termes, c'est-à-dire pour les apports. Donc, c'est-à-dire, lors de l'apport, on est exonéré, je pense, à hauteur de 50%, je vais m'assurer. Des exonérations lors des ventes, des exonérations en ce qui concerne les droits d'enregistrement. Donc, tout ça, ce sont des dispositions qui ont été apportées et très intéressantes. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, la question que je me pose, est-ce que ce régime sera maintenu? C'est-à-dire, est-ce que c'est dans l'esprit juste de lancer un produit qui est tout nouveau sur le marché, c'est-à-dire le cadre juridique qui va avec, ou bien nous serons amenés à revoir ces considérations si ça tend à se généraliser. Mais je pense que l'intérêt se situe déjà au niveau des exonérations à l'achat, à l'apport et à la vente et aussi à la vente, pardon. Voilà, donc à condition, bien entendu, de se référer, de se conformer à ce que prévoit la loi à cet effet en termes de conditions de forme et en termes de conditions de fond. Merci beaucoup, Maître. Alors, nous avons pu jusqu'ici nous intéresser au mode conceptuel, à l'optimisation,
Avant de s'intéresser aux perspectives au Maroc, je voudrais qu'on fasse des questions rapides par rapport à l'état des lieux. Sinajib, quel état des lieux faites-vous de la gestion technique des bâtiments aujourd'hui au Maroc? Est-ce que nous avons suffisamment de prestataires professionnels? Est-ce que nous avons des formations adéquates pour avoir un personnel qualifié? Est-ce que nous avons les bonnes technologies disponibles au Maroc? Ou bien y a-t-il encore du chemin à faire sur ces volets? Merci Abdelghani. Par rapport aux expériences parcourues sur pratiquement toutes les villes du Maroc par lesquelles je suis passé, Casablanca, Fès, Marrakech, Agadir, on se réfère généralement aux entreprises qui ont déjà participé au chantier, qui ont construit avec nous, qui ont installé avec nous, qui nous ont donné des garanties d'exploitation de leur équipement, de leur installation, de leurs matériaux. C'est les seuls à qui on se fie jusqu'au jour d'aujourd'hui, sous peur de pouvoir, donc si on change, on risque d'avoir beaucoup de difficultés à redémarrer nos machines, à bien entretenir nos équipements. Oui, euh, il y a énormément à faire à ce niveau-là. Et surtout, on ne peut pas confier un patrimoine qui coûte des millions de dirhams à des startups. Certes, ils ont des compétences, certes, ils ont un petit peu de l'expérience qui est modeste, mais l'investisseur pense toujours à de très bonnes références pour pouvoir aujourd'hui donner son patrimoine à gérer et à suivre. Et cela, bien entendu, euh, dépend des installations que vous avez mis dans votre bien immobilier. Et dans ce cas, Najib, est-ce qu'il y a aujourd'hui au Maroc euh, un tissu d'entreprise capable de répondre aux besoins, ou bien n'y a-t-il pas une opportunité d'investissement sérieux et structuré pour répondre à un besoin non satisfait en termes de prestations sur tout ce qui est exploitation et maintenance du patrimoine immobilier? 90% des entreprises qui sont au Maroc aujourd'hui, c'est des PME, des PMI. Mais nous n'avons pas une structure telle que Bouygues, telle que d'autres qui ont l'expérience, qui ont le savoir-faire, qui ont la maîtrise, qui ont l'art et la manière de pouvoir s'occuper de patrimoine. Je donnerai l'exemple de la mosquée de Hassan II, par exemple. C'est une mosquée qui n'est pas facile à entretenir. C'est une mosquée qui n'est pas facile à tenir. C'est de l'investissement, c'est beaucoup d'argent. C'est les matériaux, c'est leur entretien, les milliers de mètres ou les milliers de kilomètres de marbre qui y sont, les milliers de mètres ou je ne sais pas combien de kilomètres de tubes il y a dans cette structure, l'érosion, l'utilisation. Oui, mais qui peut aujourd'hui s'occuper de la gestion et de la maintenance d'un patrimoine pareil? Ben, si on a des entreprises qui seront capables de le faire pour la mosquée, vous l'aurez aussi pour s'occuper des hôtels, pour s'occuper de tout ce qui est bien asset dans un cadre à plus-value. Très bien, donc je retiens qu'il y a encore des opportunités à investir dans ce domaine pour atteindre une taille critique et en termes d'effectifs, de compétences et de moyens pour Oui, s'attaquer de manière structurée à ce besoin. oui, tout à fait. Et en termes de formation de personnel, de compétences, est-ce que nous avons au Maroc suffisamment de formation ou est-ce que c'est aussi un domaine où on a intérêt à s'intéresser et à s'y investir? C'est un domaine sur lequel il faut vraiment s'investir et continuer donc à mettre vraiment donc, le paquet pour en avoir encore beaucoup plus en abondance sur le marché. Aujourd'hui, pour pouvoir trouver un facilities manager, c'est très difficile. C'est pour cela qu'on s'est retourné vers soit les retraités en marine, soit les ex-officiers de la marine, soit, soit ceux qui ont une formation en ingénierie spécifique pour pouvoir aujourd'hui parler le même langage. Bien entendu, nous avons de jeunes diplômés qui circulent partout, et ces diplômés, ils ont des diplômes, ils ont leurs compétences en matière de ce qu'ils ont eu académiquement parlant, mais l'expérience est très particulière par rapport à la gestion d'un patrimoine.
Oui, on a toujours besoin de ceux qui vont aujourd'hui prendre la relève et gérer nos futurs patrimoines. Merci Najib. Maître Hannibal, donc, on vient de voir que la bonne gestion technique du bâtiment ou malheureusement la mauvaise gestion technique du bâtiment peut avoir une influence quasi vitale sur la rentabilité d'une entreprise. Et du coup, on se pose la question aujourd'hui, on s'est déjà eu quelques éléments par rapport à euh, la force de l'arsenal juridique marocain ou parfois éventuellement l'absence de texte. Est-ce que au Maroc, les responsabilités sont clairement établies en matière de gestion et exploitation d'un patrimoine immobilier entre éventuellement un prestataire, un exploitant, un propriétaire, qui peuvent être trois entités complètement différentes? Est-ce que nous avons, je pense que nous avons encore une fois malheureusement perdu Maître Hannibal. Donc, je passerai une question à Alexandre par rapport toujours à la question de la gestion technique des bâtiments. Qu'apportent aujourd'hui les nouvelles technologies comme soutien et quels sont les prérequis à la bonne gestion des bâtiments en utilisant l'outil technologique? Alors, c'est vrai qu'on a des bâtiments de plus en plus complexes, que ce soit en termes de conception, d'exécution, et maintenant, du coup, en exploitation et en maintenance de nos ouvrages. Là-dessus, il y a des nouvelles technologies qui apparaissent, que ce soit, alors, pas forcément spécifiques de la construction et de l'immobilier, mais également dans d'autres secteurs d'activité. Il y a 10 ans, on n'utilisait pas de téléphone portable pour gérer un site en maintenance côté facility. Aujourd'hui, bah, typiquement, ça a bien changé. De plus en plus de sites sont gérés par le biais de tablettes sur lesquelles on a des applications spécifiques pour gérer l'information, pour avoir accès aux documents classiques, à l'ensemble des plans, les fiches techniques des équipements, etc. Mais également, par le biais, encore une fois, des maquettes numériques, on a la possibilité en fait, de superposer la maquette et le réel, de faire de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, pour vérifier que l'information est bien présente au bon endroit. Il suffit en fait, de cliquer sur l'objet modélisé pour avoir l'ensemble des détails techniques. Donc finalement, en fait, c'est ces petits outils qu'on peut avoir à disposition sur la gestion de l'information. On va également, on l'a vu tout à l'heure, des outils plutôt classiques qui sont déjà présents depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, qui sont des outils de gestion, d'accompagnement en fait, des services plutôt sur la gestion de patrimoine ou sur typiquement du facility management, des GMAO, donc CMMS, des FMAO, des IWMS pour la gestion vraiment du confort en intégrant la partie confort de vie des occupants, IMS, etc. Donc, on voit qu'il y a un panel d'outils qui se développent, qui se sont développés avec donc plutôt côté utilisateur ou côté directement sur site intégré à l'ouvrage qui sont du coup on l'a dit tout à l'heure, des outils de type GTB ou GTC. Maintenant, donc, on a tout ça qui sont un peu, qui fonctionnent de manière indépendante. On va parler depuis peu de nouveaux systèmes. Alors, c'est plutôt un système d'exploitation, un petit peu comme un OS pour le bâtiment, et ce qu'on appelle aujourd'hui communément en fait, le BOS, le Building Operating System, donc l'OS pour l'ouvrage, ce qui permet en fait d'avoir un support dans lequel je vais avoir différentes applications métiers qui vont répondre à des besoins qu'on sera fixés. Mais il y aura cette connexion entre les différents outils, entre les différents systèmes qui permettra de mieux analyser son ouvrage. Donc, on voit bien que la technologie arrive dans le monde du bâtiment et pas seulement en phase de préparation de l'actif, mais également en phase d'utilisation. Donc, ces systèmes-là sont en cours de développement. Il y a énormément de sociétés qui se lancent dans la création d'un
d'un boss pour pouvoir maîtriser cette information et le mettre à disposition à l'ensemble des partenaires d'exploitation maintenance. Et on voit bien qu'il y a, en complément, au lieu d'avoir une GTC filaire qui se connecte à différents équipements du bâtiment, eh bien, on va passer de plus en plus à des objets connectés, des IoT, qui, du coup, transmettent, remontent de l'information sur des plateformes dans lesquelles, comme on les a bien identifiées, se connectent avec la maquette ou les données qui sont issues de la maquette. Le bâtiment se digitalise énormément et très rapidement. Et sans cette digitalisation, finalement, les bâtiments qui vont rester de manière très classique vont avoir du mal à se différencier. Puisque je pense qu'il y aura une volonté de la part des occupants qui ont utilisé ces bâtiments connectés, faciles à utiliser pour se déplacer dans les locaux, pour avoir accédé à des éléments en interne entre occupants ou de pouvoir régler plus facilement la température ou autre, eh bien, ils vont avoir du mal à se localiser ou être présents dans des locaux à faible, on va dire, valeur ajoutée sur le point de vue technologique. Je montre souvent une image où finalement on voit donc une situation où tout le monde était avec typiquement les briquets dans les salles de concert, etc. Aujourd'hui, tout le monde est avec un téléphone portable. Et ça, la différence entre ces deux images, elle est seulement de quelques années. On sent bien que le digital est intégré dans les usages personnels de l'ensemble des communautés. Et du coup, il faut que cette qualité de technologie puisse être déportée dans le secteur de la construction de l'immobilier, qui étaient des secteurs, et qui le sont encore, des secteurs faiblement digitalisés, faiblement transformés en termes de maturité numérique. Il y a McKinsey qui avait poussé une étude en 2015 là-dessus en identifiant le niveau de maturité des différents secteurs. Donc, on avait en pôle position les voyages. On est tous à acheter des billets d'avion directement en ligne sur des comparateurs de vol. Et à contrario, on a du coup encore beaucoup d'équipes en phase d'exploitation maintenance qui sont avec un stabilo pour marquer des éléments ou des modifications sur des plans papier. On a une grande différence en termes de dévolution. Donc, on avait du coup la construction et l'immobilier qui était en bout de liste, et il restait plus que derrière le secteur de la chasse et de la pêche. C'est à dire à quel point on était vraiment en retard et on avait besoin de se digitaliser. Maintenant, on commence à avoir plein d'outils qui circulent à droite à gauche. Donc, je vous parlais des outils spécifiques pour le bâtiment, des outils qui peuvent être utiles pour le bâtiment, mais qui sont généralisés. Donc, on va avoir la réalité augmentée, on va avoir la création de jumeaux numériques, on va avoir le scan, donc passer un scan laser dans les bâtiments pour avoir la connaissance spécifique de nos locaux et bien pouvoir s'orienter. Les visites virtuelles, photo 360 que l'on a un peu à droite à gauche. On va avoir également d'autres technologies qui vont apparaître, la robotisation, l'impression 3D, qui vont être au service, pas seulement sur la construction lourde, mais également en phase d'exploitation maintenance pour la réparation de quelques objets spécifiques au bâtiment qui ont un délai important en termes de livraison ou qui prennent de la place quand on doit le stocker sur site. Et on va avoir d'autres technologies qui peuvent apparaître pour la maîtrise de l'information et du partage d'informations, comme les technologies de la blockchain, où là aujourd'hui, typiquement, quand on fait de la vente et de l'achat immobilière et qu'on passe en France par les notaires, où il y a un point important, où il y a beaucoup d'administrations qui peuvent être facilitées par le fait d'utiliser une technologie de tiers de confiance digitale que peut être la blockchain, finalement permettent d'avoir une plus grande rapidité dans ces transactions. Si je reste sur l'aspect spécifique des due diligence, donc achat, vente des actifs, on va avoir aussi une plus grande rapidité en termes de constitution de la data room, donc l'ensemble des documents qui sont nécessaires pour faire la vente, pour identifier
les risques majeurs de vente, les rapports de red flag qui peuvent être établis pourront être identifiés en amont, même en direct, à tout moment de la vie d'un actif, à partir du moment où on a bien les bonnes informations qui sont présentes au niveau de l'actif immobilier. Merci beaucoup, Alex. Justement, tu me tends une perche pour la prochaine étape où on voudrait voir les perspectives. Je sais que tu as eu connaissance de certaines évolutions que connaît le marché marocain. Et justement, qu'en est-il des perspectives pour le Maroc par rapport à un certain nombre d'éléments que tu as cités? J'ai eu aussi ça comme question du public. Qu'en est-il de la CAFM, de l'IWMS, de l'IMS au Maroc? Est-ce que tu penses que euh, on est au stade du gadget? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est envisageable, voire même avec des expériences éventuellement à l'état embryonnaire? En fait, je pense qu'on va arriver sur des gaps technologiques où, que ce soit au Maroc ou en France ou partout ailleurs, il y a de nombreux actifs qui sont gérés sans réels outils. Je prends un exemple d'un client en France qui gère des plateformes logistiques, plusieurs millions de mètres carrés de plateformes logistiques en Europe, utilisées pour gérer leur actif immobilier en tant qu'asset. Ils avaient un asset PM intégré. Ils géraient ça sur une tableau Excel. Donc, à renouveler tous les ans, quelque chose de fastidieux qui démontre pas non plus la valeur ajoutée de leur temps passé. Typiquement, ressaisir des informations tous les ans, les mêmes informations sur un tableau Excel, c'est pas ce qu'on demande de la part des équipes internes en tant qu'asset ou en tant que PM. C'est pas là où on extrait en fait la valeur ajoutée de cette gestion des actifs. Donc, au lieu de passer par des systèmes un petit peu d'entre-deux, typiquement des anciens outils, alors les IWMS, c'est vrai qu'ils essayent d'évoluer au rythme du marché, ils y arrivent plus ou moins bien, en intégrant les nouvelles technologies d'ailleurs. JMAO, FMAO, FM ou CMMS, ces outils qui sont quand même très structurants quand on est en tant que mainteneur, commencent à bouger mais ont du mal à se transformer. Et donc, en fait, soit il y a un gap technologique où il n'y a pas forcément besoin d'avoir ces outils-là à disposition et on passe directement sur quelque chose de beaucoup plus agile, sur de la connectivité d'un certain nombre d'outils ou d'applications, ce qui peut coûter quand même beaucoup moins cher qu'un outil d'IWMS qui est un peu un mastodonte qu'on intègre. Ça fonctionne très bien quand on a un parc actifs avec un budget important. Je prends l'exemple d'outils américains qui sont là pour gérer des campus universitaires, un ensemble d'hôpitaux, des tours à Manhattan. Donc ça, forcément, il y a du budget derrière pour pouvoir payer ces licences. Mais quand on n'a pas ce budget-là, il va falloir trouver autre chose. Donc là-dessus, pour être en raccord entre son budget, avoir un équilibre financier, on se doit de préciser vraiment son besoin et encore une fois, quel est l'objectif? Qu'est-ce que je veux en faire de ces outils? Si c'est pour utiliser 2 ou 3% d'un outil qui coûte une fortune, ce n'est pas la peine. En revanche, je peux peut-être déployer certaines applications avec un outil qui va me coûter 1000 fois moins cher qu'un WMS, et ce qui me permet de traiter peut-être 60-80% en fait, de ce que je faisais initialement sur des tableaux Excel. Et donc, et d'assurer cette continuité. Donc là, au Maroc, je pense qu'il va y avoir, en fonction des actifs, soit une orientation vers des outils assez traditionnels pour sécuriser la donnée par le biais de systèmes assez silotés, mais qui fonctionnent. Hein. J'ai rien contre ces outils-là, au contraire, qui ont pris beaucoup de temps pour se développer. Typiquement, les outils de GMAO, je pense qu'ils ont encore un intérêt fort à grandir, que ce soit au Maroc ou même dans le reste du monde, puisque c'est des outils très opérationnels, très orientés mainteneurs. Mais en revanche, sur des actifs un peu spécifiques où il n'y a pas une grande technicité en termes de maintenance, là, il y a des solutions qui sont liées à la maquette numérique avec des supports de type business intelligence pour avoir des tableaux de bord
qui permettent de ressortir la bonne information. Et derrière, du coup, se connecter à des petits outils agiles qu'on peut développer en interne, en externe, qui permettent d'avoir du coup un écosystème que je peux plugger, dépluguer assez facilement. Ce qui est un peu la problématique en fait des outils aujourd'hui où quand on change de mainteneur, quand on change de property, quand on vend l'actif ou on l'achète, eh bien, il y a des pertes d'informations parce que ces outils sont encore beaucoup trop silotés et il y a très peu d'interconnexion avec les nouveaux outils qu'on met en place. Donc, c'est aujourd'hui une très grande problématique, c'est qu'il y a tellement de changements. Aujourd'hui, on n'est pas là pour avoir les mêmes équipes, même assets, même property, même facility pendant 30 ans. Donc, il faut savoir modifier, changer de perspective en termes d'outils également. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, cher Najib, comment tu perçois à ton niveau les perspectives de ce business et de ces métiers au Maroc, de l'exploitation et la valorisation immobilière? L'exploitation immobilière et la gestion des assets a un très grand futur au Maroc. Il y a une très grande demande de la part de ceux qui développent, voire des asset managers et des facilities managers qui développent le patrimoine en faveur des propriétaires. Je dirais aussi que le citoyen commence à prendre considération et intérêt qu'il habite dans une zone où il est sécurisé. Et je vous rappelle, jadis, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de surveillance, il n'y avait pas d'agent de sécurité, il n'y avait pas… Donc, ceci était, si je me rappelle bien, à Blerni, avant, il y avait ce qu'on appelle les sociétés de gestion immobilière, c'est ça? Société de gestion immobilière à qui le propriétaire donnait son patrimoine locatif, hein, et il se charge donc de son syndic, il se charge de l'ascenseur, il se charge de la peinture, de l'électricité, de payer tout ça. Donc, c'était déjà existant au Maroc sous format archaïque. La simple des choses que moi je me demande aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, le citoyen, il est conscient, d'abord, de sa sécurité, il est conscient de l'expérience d'utilisation, il est conscient du développement durable et il est aussi conscient de la ville future qu'il veut voir. Et donc, bien entendu, l'obligation, elle est là. La dynamique, ça prendra le temps qu'il faudra, mais il faut qu'on se pose une question. Aujourd'hui, tant que les choses ne sont pas demandées d'une façon réglementaire, obligatoire par les autorités, on ne se lassera pas de continuer toujours sous le même format parce qu'on a toujours pensé à l'investissement en matière d'argent et on a oublié le retour de l'investissement en matière de durabilité. Et donc, j'ouvre une petite parenthèse et je la ferme très rapidement. Si aujourd'hui, vous érigez un tower de plus de 15-20 étages, les premiers qui vous tombent d'abord sur la tête, c'est les sapeurs-pompiers. Le plan d'incendie, plan d'évacuation, l'extinction, tous les systèmes, on s'y met obligatoire. Maintenant que vous les mettez sous format de gestion technique ou sous un format de gestion digitale, ce que vous voulez, il faut que ça fonctionne, il faut que ça soit à 100% réglementé et conforme aux normes. Donc, tant que nous n'avons pas cette obligation que j'avais expérimentée sur d'autres entreprises à l'étranger, la conformité d'abord de la sécurité, de l'expérience de l'utilisateur, de la productivité du bâtiment et du développement durable et du futur de la ville ne sont pas respectés dans votre plan de construction, vous n'aurez pas le droit d'exploiter ce bien immobilier. Donc, il faut aussi, que la réglementation soit de plus en plus réglementée de façon à rendre exigible à celui qui investit dans un asset de le forcer à le maintenir la durée que cet asset existe. Merci.
Merci beaucoup, Najib. Je note qu'il y a des transitions non programmées durant cet échange qui ont parfaitement fonctionné parce que on passera à la phase questions-réponses et j'ai justement une question qui touche le point de ta conclusion. Alors, quelqu'un du public nous dit, tant que la dissociation entre les budgets liés à la construction et ceux liés à la gestion d'exploitation et de la maintenance continue au niveau du patrimoine public, on continuera à ignorer les coûts réels des patrimoines publics. Donc la question, c'est que est-ce qu'on doit en vouloir à l'investisseur moyen d'avoir cette ignorance si même au niveau de l'investissement étatique, bon, sachant que l'État au Maroc est le premier investisseur, Oui, cette question n'est pas encore à maturité. c'est très clair. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce Je réponds. que, qu'est-ce que tu répondrais, Najib, à cette question? J'ai répondu à cette question en disant que c'est très simple. Quand on érige un bâtiment, quand c'est l'État qui érige des bâtiments, le cahier de charge de l'État, c'est le cahier de charge le plus chargé du monde qui puisse exister et qui parcourt toutes les lignes et les entrelignes et les points et les virgules pour que l'investissement soit un investissement durable le temps qu'il a été donc, précis pour cet asset. Et je pense que ceux qui ont eu l'occasion de pouvoir dealer avec l'État dans ces marchés, ils ont trouvé beaucoup de difficultés à ce qu'on appelle à la remise en clé, à la remise finale de la clé. C'est-à-dire, je dirais, vous remettez au maître d'ouvrage délégué les travaux, mais il y a toujours quelque chose qui reste accroché. Pourquoi? Parce que le cahier de charge est super bien détaillé, il n'a rien laissé au hasard. Maintenant, les budgets, ils sont bien émis. Quand on fait l'élaboration d'un budget de projet, on tient compte de tout, de sa construction, de son aménagement et de son exploitation, et bien entendu de sa longévité. Et à chaque année fiscale, dans les budgets qui sont émis, il y a aussi la partie maintenance. La maintenance de tout. La peinture, elle a une durée de vie. Le pipeline, il a une durée de vie. Le câble d'électricité, il a une durée de vie. Et qui dit que je dirais les bâtiments publics ne sont pas gérés de la sorte? Bien entendu, le cahier de charge de la construction émise pour le public ou pour les fonctionnalités publiques, ils sont très rigides. C'est du câble 410 que vous devez mettre, c'est du câble 410. Et c'est du 410 qui va durer 10 ans. Et c'est pour cela que j'ai dit, bien entendu, dans mon intervention auparavant, ça dépend de ce que vous voulez faire lors de votre investissement. Est-ce que c'est un investissement durable, c'est un investissement semi-durable ou c'est un investissement mutable? Alors, le mutable, ça veut dire que dans 5 ans, je me suis mis dans mon plan, je ne vais pas investir beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que dans 5 ans, je ne serai pas dans la même étiquette. Et donc, je vous fais placer dans la ville du futur. C'est un asset qui dure 5 ans. Dans 5 ans, dans 5 ans 1 heure, 1 seconde, 1 minute, ben, je commencerai les transformations. Pourquoi? Parce que dans 5 ans, ma ville serait autre chose. Et donc, c'est de là où, effectivement, dans l'expérience à l'expatriation internationale, dans ce type de business, c'est ce qui se fait. Ce n'est fini. Aujourd'hui, on ne construit plus des hôtels qui vont durer 25 ans, 30 ans, 40 ans. Oui, je parle de l'asset, le building et tout ce qui est ciment et fer. Ça répond aux normes à l'international. Mais mon asset aujourd'hui, c'est sa valeur de transformation dans le temps. Et si le asset management aujourd'hui ne tient pas compte, et si le facilities management aujourd'hui n'en tient pas compte, ben c'est très simple, la valeur de l'asset se perd et ne se conserve plus malheureusement. Merci Antoine. Merci beaucoup, Najib. Une autre question du public, cette fois-ci pour Alexandre. N'est-il pas important d'assister au rôle d'asset et de facility manager dans un processus BIM à partir de la phase réalisation, ou encore mieux, à partir de la phase conception, voire même programmation? Alors, je remercie cette question puisque c'est typiquement en fait notre cœur de business chez BIMmotion. C'est l'accompagnement des acteurs de l'exploitation maintenance, que ce soit asset, property et facility. Et souvent, on les accompagne sur leur stratégie générale du BIM
en prenant en compte en même temps les actifs qu'ils ont aujourd'hui en exploitation, mais également leurs futurs actifs. Donc, arriver dès la phase de conception sur les nouveaux projets ou en rénovation quand il y a la mise en place du BIM. Donc, c'est d'intégrer en fait l'ensemble du cycle de vie. Donc, forcément, quand on arrive plus tôt dans les opérations, c'est ce qui nous permet en fait derrière de structurer correctement les données en vue derrière de l'exploitation intense. Et bien entendu, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais cette gestion en fait de coût global, et ben, ça peut se faire aussi par le biais de la maquette. Et donc, c'est par le fait de prendre en compte du coup les exigences d'exploitation-maintenance dès la phase de conception pour assurer une bonne maintenance, pour assurer une accessibilité en fait des équipements qui est facilitée par une visualisation 3D de l'ouvrage dès la phase de conception, par du coup du cheminement des équipements. Je prends exemple, alors c'est vrai que c'est assez spécifique, mais que ce soit usine, là c'était sur les gares, où du coup on a identifié le cheminement des équipements type groupe électrogène, groupe froid ou chaudière, pour savoir comment les évacuer de la gare lors de la phase de renouvellement de ces équipements lourds qui ont une durée de vie du coup inférieure à la durée de vie de l'ouvrage qui a été installé. Et donc ça, en fait, c'est quelque chose qui va permettre en amont identifier le budget CAPEX et également OPEX sur 20, 30, 60 ou plus années et de connaître donc, ce coût global en prenant en compte en même temps la partie renouvellement, la partie maintenance, la partie service, la partie consommation énergétique, ce qui est important et à prendre en compte forcément quand on exploite en fait un actif immobilier. Et cet actif immobilier, bah, forcément, c'est pas quand on le reçoit comme ça, eh bien, il n'y a pas de décision sur du coup des aspects plutôt de structuration, en tout cas de conception de l'ouvrage, et on subit typiquement la maintenance de cet actif. Donc là, l'idée, c'est au lieu de le subir, le prendre en amont le plus tôt possible. Dès que le facility, le property est identifié, bah, qu'il soit intégré dans la démarche en fait, de conception et de construction de l'ouvrage pour avoir une meilleure transition vers l'exploitation intense et également donner son avis sur la méthode de maintenance et de gestion de l'ouvrage. Hein, pour éviter qu'on se retrouve avec typiquement des bâtiments qui soient cage de Faraday où on n'a aucun signal à l'intérieur des locaux, qu'on se retrouve avec finalement une clim qui fonctionne très mal parce que ça a été très bien designé, mais derrière très mal maintenu parce que pas d'accès ou des accès difficiles aux équipements, échelle, structure, garde-corps sur la sécurité des équipements. On pense beaucoup à la sécurité sur les phases de chantier, mais pas forcément sur le cheminement des équipes de maintenance pour un nettoyage typiquement de façade. Je suis désolé, quand on doit nettoyer une façade, on identifie son nettoyage dès la phase de conception. Sinon, on se retrouve avec quelque chose qui, lors de la livraison, fonctionne, mais 3 ans plus tard est moche. Et finalement, donne pas envie. Derrière, sur la commercialisation, ça se passe bien lors de la réception de l'ouvrage sur les premiers occupants, mais au bout de 2, 3, 4 contrat, bah finalement, le bâtiment perd de sa valeur de manière débile, en tout cas inutilement, qui sont dues du coup à des erreurs de conception qui auraient pu être visibles, alors, moins visibles quand on est sur l'aspect plan, parce que c'est difficile de s'imaginer en fait des opérations de maintenance quand on reste sur des plans 2D, et maintenant qui sont facilités grâce à la maquette numérique. Et donc on a des outils typiquement de calcul, de vérification, pour se dire, bah, aujourd'hui, on est capable de nettoyer la façade correctement, on est capable d'ouvrir un placard ou une armoire électrique sans déranger parce qu'on a la CTA juste derrière, ou la chaudière. Et tout ça, en fait, ce sont des erreurs qu'on a en exécution, mais qu'on n'identifie pas parce que c'est tellement segmenté. Les gens de la conception font de la conception, les gens de l'exécution font de l'exécution, et les gens de l'exploitation font de l'exploitation. Le problème, c'est que personne ne se parle. Et donc, l'idée derrière tout ça sur la mise en place de données communes, c'est qu'il y ait beaucoup plus de dialogue. Et qu'on ne soit pas là chacun à garder ces données jalousement, mais qu'on les partage enfin avec l'ensemble des acteurs, puisqu'on est là à sortir un projet ensemble. Que ce soit
sur la livraison de l'ouvrage. Et la destination, lorsqu'on construit un ouvrage, ce n'est pas la livraison, c'est l'exploitation et la maintenance. On construit un bâtiment pour l'exploiter et pas pour juste le livrer. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, vous avez dû remarquer que les questions, je les ai posées uniquement à toi et à Najib. Malheureusement, Maître Hannibal a eu un souci de connexion et n'a pas pu poursuivre avec nous. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre contribution. Un dernier mot que vous partagerez avec nous, avec le public, par rapport à ce sujet. À toi la parole, Alexandre, et ensuite Najib. Le micro. C'est mieux avec le micro. Merci beaucoup. C'est important de parler d'exploitation et de maintenance, mais dans l'aspect vraiment cycle de vie global d'un ouvrage, sur du coup le digital qui apparaît. Il est peut-être un petit peu éloigné, on le sent encore un peu éloigné dans le monde de l'exploitation et maintenance, mais ça va arriver très vite. Et il faut identifier le moment dans lequel on intégrera le digital dans le monde du bâtiment. C'est un train qui passe, donc le train, il faut le prendre au bon moment. Il faut pas. Et là, typiquement, on est au moment où il faut sauter dans le train. Et pas commencer à identifier dans 5 ans, 10 ans, je vais voir ce que font mes camarades pour enfin se mettre dans le digital et commencer à gérer mon actif immobilier. Donc là-dessus, un conseil, c'est de commencer petit à petit. L'objectif, ce n'est pas de mettre un billet énorme pour digitaliser tout son secteur, mais commencer, j'en parlais dans un précédent webinaire sur la stratégie BIM, c'est commencer en fait par des tests, identifier vraiment le besoin, donc pourquoi je digitalise mon actif, quels sont en fait mes bénéfices à terme, mais pas que les bénéfices financiers, les bénéfices en termes de création de valeur, de déploiement de nouveaux usages. C'est des usages qui sont en même temps sur le monde du bâtiment, mais quand on exporte ça, on peut le voir aussi au niveau de la ville, du quartier, sur la connectivité des villes. Donc, smart city, smart building, c'est vrai que ce sont des termes qu'on emploie de plus en plus. Et là-dessus, il y a surtout, quand on se lance dans la digitalisation, il faut savoir qu'en fait, on n'a pas envie de revenir en arrière. Donc, lancez-vous petit à petit dans cette digitalisation de vos actifs et soyez, bien entendu, pour éviter de partir à tout va, essayez d'être accompagné au mieux par des partenaires qui gèrent en fait le volet digital, qui du coup vous aident à structurer vos données et commencer en fait à intégrer aussi les compétences internes. Il y a des formations qui sont à votre disposition avec le master spécialisé BIM d'Assania qui est très bien fait, qui est à votre disposition. Il y a encore, je crois, des inscriptions qui sont possibles à faire. Formez-vous, commencez à identifier des besoins en termes de digitalisation et lancez-vous dans la démarche si vous n'allez pas le regretter. Merci beaucoup, Alexandre. Mon cher Najib, le mot de la conclusion. Merci beaucoup, Abdelghani, de m'avoir invité à cette session qui m'a fait plaisir de voir ce sujet remonter en surface, très important. J'encourage vivement ceux qui ont les technologies, ceux qui ont les diplômes, ceux qui ont les structures, même si elles sont petites, de pouvoir commencer à y réfléchir sérieusement, à pouvoir donc se développer, se préparer. La demande, elle existe. Et la transformation, elle est en cours, comme a dit Alexandre. Le train, il a déjà démarré, il y a déjà des gens qui sont dedans. Et je pense qu'il est déjà temps de pouvoir donc prendre sa place et il n'attendra personne. De toute façon, le train n'attendra personne. Merci beaucoup, Abdelghani. Je suis très enchanté parce qu'on commence à prendre de l'importance à vouloir gérer notre patrimoine. Et donc, c'est une demande qui vient d'intrinsèque. Quand la demande y est à l'intérieur de l'être humain, je suis sûr que la réalisation ne prendra que quelques jours, mais pas les jours que nous comptons. Merci beaucoup, Abdelghani. Mes très chaleureux remerciements à nos chers experts pour ce moment de partage de la connaissance et de la diffusion du savoir. Pour nous, c'est énormément important et je dirais c'est dans notre ADN. Mes remerciements aussi à l'École Hassania des travaux publics et à son master spécialisé en ingénierie immobilière qui ont pris l'initiative de ces webinaires.
Je vous rappelle que dans le programme de ce master, justement, l'un des objectifs est de former des asset managers, des facility managers, des gestionnaires de projets immobiliers. Donc, je vous encourage tous aussi à consulter le programme de ce master. Au plaisir de retrouver mes chers panélistes pour une prochaine occasion. C'est toujours vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous, cher public, et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci.